L'heure de vérité pour les Bleus à Lisbonne dans un stade archi-comble. Les tricolores vont affronter ce soir la Grèce avec en jeu un ticket pour la demi-finale, une équipe qui devra faire ses preuves. À Roissy pour ce premier week-end de départ en grandes vacances, les retards sont nombreux après l'effondrement d'une partie du terminal. Les vols n'ont pas été transférés vers Orly. Sur place, on gère l'affluence. Le corps de la petite Jeanne-Marie reste introuvable. Les plongeurs sondent le Rhin à la recherche de la voiture qui a fauché la fillette. Une perquisition a eu lieu au domicile des 6 personnes mises en examen. À Istanbul, une voiture remplie d'explosifs a été découverte à l'aéroport. Après les explosions d'hier, la ville est quadrillée. Le sommet de l'OTAN se déroulera lundi et mardi. George Bush est attendu demain soir en Turquie. Les JO 2004 avant Athènes, la traversée de Paris, la flamme olympique est arrivée dans la capitale. 50 km d'un parcours jalonné par des personnalités ou des sportifs comme Marie-Josée Pérec, Alain Mimoun ou encore David Douillet. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce vendredi avec d'abord, bien sûr, l'Euro 2004, direction Lisbonne. Les Bleus doivent tout faire pour se hisser en demi-finale. Les tricolores jouent leur avenir dans la compétition. Ça passe ou ça casse. Les champions d'Europe en titre vont rencontrer en quart de finale la Grèce. Déjà, des centaines de supporters des deux camps s'opposent fraternellement dans les rues de Lisbonne et aux abords du stade Manuel Tissier. Nadine Picard. Contre les Grecs, ce ne sera pas une promenade de santé. Alors les Bleus en ont profité avant. Au cœur de Lisbonne, tout à l'heure, la bande à Zidane s'est offert un dernier moment de quiétude avec vue sur le Tage et la tête au quart de finale. À ce niveau de la compétition, le temps passe encore plus vite et à 19 h, le quart prend la direction du stade. La France n'a pas encore perdu l'Euro, mais au championnat d'Europe des bus, elle est écrasée par des supporters en folie. 10 Savoyards qui promènent un petit coin de France au Portugal. Organisés comme une armée en campagne, les bouteilles en guise d'étendard et les chansons populaires plutôt que les chants guerriers. C'est une belle expérience et on encourage tous les jeunes de France à de temps en temps vivre ça, aller au bout de leur passion et à profiter des grands moments de la vie que le sport nous offre aussi. C'est grâce à tout ça, c'est bien. À l'intérieur, tout le confort moderne. La joyeuse troupe a quitté les environs d'Annecy avant France-Suisse. Ils ont acheté leur bus pour l'occasion et l'ont aménagé pour un road movie version supporter. En 98, on avait déjà pris le tracteur à notre ami Jean-Yves avec une bétaillère derrière, on l'avait toute décorée, on avait fait les fous à Annecy et on s'est dit la prochaine fois on fera mieux. Les montagnards vont se faire entendre ce soir parmi les 50 000 supporters du stade Alvalade. Les Français seront majoritaires dans les tribunes, 5 000 Grecs seulement sont attendus. C'est le soir ou jamais pour donner de la voix. Les Bleus viennent de sortir de leur bus, les supporters aussi, la fête peut commencer. Et nous vous retrouvons en direct, Florent Gautreau, à une quarantaine de minutes donc, du coup d'envoi. Quelle est donc la composition définitive de l'équipe de France ? Et la composition, Béatrice, vient de tomber avec une demi-surprise pour nous, puisque Marcel Desailly ne sera pas sur le terrain en charnière centrale, contrairement à ce qu'il nous avait laissé entendre hier soir dans le journal de 20 h sur France 2. La charnière centrale sera donc celle du match contre l'Angleterre et du match contre la Suisse. Thuram, Sylvestre, avec là, c'est moins une surprise, William Gallas au poste d'arrière droit. Il a donc été rétabli à temps. Au poste d'arrière gauche, on aura Bichente Lizarazu. Ça, c'est aussi sans surprise. En revanche, Patrick Vieira ne sera pas sur le terrain. Il a essayé jusqu'au dernier moment, mais ça n'a pas suffi. Ce sera donc Olivier Dacour qui jouera son deuxième match de l'Euro. Pour le reste, pour l'animation offensive, c'est la même chose que contre la Suisse, avec un Pires sur le côté gauche, Zidane à droite ou dans l'axe selon l'animation du jeu, et puis devant Trezeguet, Henry, avec sans doute une idée derrière la tête de Jacques Santini, celle de faire entrer Luis Saha comme dans le dernier match, si Trezeguet ne venait à être aussi peu efficace que lors de la dernière rencontre. Les Bleus ont-ils un moral de gagnant ? Ils ont un moral de gagnant, mais il y a une ambiance un peu particulière autour de cette équipe de France depuis plusieurs jours, puisque les Bleus reprochent aux observateurs leur sévérité, et eux n'ont qu'un mot d'ordre, gagner, quelle que soit la manière, alors qu'en fait, depuis plusieurs matchs, on le sait, ils ont réussi à vaincre sans convaincre. Et ce ne sera pas une partie de plaisir ce soir contre la Grèce, parce que la Grèce a battu le Portugal en match d'ouverture, elle a tenu l'Espagne en échec. C'est une formation qui est très bonne sur le plan défensif et qui va donc poser sans doute beaucoup de problèmes aux Français, mais on pense quand même que cette équipe de France, même sans être à 100%, a les moyens de se qualifier pour les demi-finales de cet Euro 2004. Merci Florent Gautreau. Les premiers départs pour les grandes vacances avec une pagaille organisée à l'aéroport de Roissy. Après l'accident au terminal de Heul, le transfert des vols vers Orly a été reporté. Pas question d'ouvrir pour l'instant la partie endommagée de l'aérogare. Et du coup, la plupart des vols affichent un certain retard. Le tout encadré par la gentillesse des agents d'accueil. Stéphane Despinois, Nathalie Gallet.
À Montmartre, la scène serait d'un grand classique. Mais ici, elle est inattendue. Clowns et caricaturistes font leur show au guichet départ de l'aéroport de Roissy. C'est la nouvelle tactique d'Aéroport de Paris, animer les files d'attente pour que les heures passées à piétiner paraissent plus courtes. Tu me fais un bisou, Célia? Ah, t'as dit donc. C'est plutôt sympa, ça met un peu d'ambiance, ça permet de faire passer le temps. Mais tous ces artifices ne suffisent pas vraiment à faire oublier l'engorgement des salles d'embarquement. C'est un peu plus la pagaille, oui, mais bon, pas plus. Ça l'était avant d'ailleurs. Pourquoi un peu plus la pagaille d'ailleurs? Parce que les avions sont plus ou moins en retard, du fait sûrement qu'il y a trop de condensation. Un mois presque jour pour jour après l'effondrement d'une jetée d'embarquement, le terminal E est toujours fermé. Il a fallu transférer une centaine de vols sur les autres aérogares, autant de passagers à répartir. Les capacités des guichets de contrôle-filtrage ont dû être renforcées. Nous avons réalisé des travaux en extrême urgence. Nos équipes ont travaillé de jour et de nuit pour être prêts pour le premier week-end de départ. Les jours de pointe, des jeunes en polo jaune servent de bouée de sauvetage pour les passagers égarés. Pour Mexique, Puerta Cinco. Mais tout ce dispositif n'évite pas la belle cohue. Exemple, cet après-midi, les passagers du vol Paris-Bamako ont dû prendre leur mal en patience. File d'attente à l'embarquement. Depuis la fermeture du terminal E, les retards d'avion à Roissy ont augmenté de 20%. Après l'accident de l'autocar marocain qui a fait 11 morts et 39 blessés en début de semaine, le dossier s'alourdit. La société organisatrice basée à Tanger dans l'illégalité à plusieurs titres, infraction technique, présence d'un troisième chauffeur fantôme sur la feuille de route. Le conducteur lui a été mis en examen ce soir. Christophe de Valembras, Philippe Ritten. Après 3 jours d'enquête, le chauffeur du car accidenté mardi a été mis en examen ce soir. Une information judiciaire a été ouverte sur les chefs d'homicide et blessures involontaires, avec une circonstance aggravante, la violation manifeste d'obligations de sécurité. Je vise principalement le fait que l'autobus et la remorque circulaient avec 6 pneus lisses, que la remorque était dépourvue de système de freinage et que le chauffeur a manqué à la maîtrise de son véhicule. Cette information judiciaire est également ouverte contre X, notamment pour faire la lumière sur des pratiques pour le moins suspectes de la société de transport marocaine. Nous, le tarif qu'on nous fait à nous, c'est 65 €. Les gens qui connaissent, mais sinon c'est 90 €. 90 € pour un trajet de plus de 2000 km. Des tarifs étonnamment bas et fixés à la tête du client. C'est dans cette rue de Bruxelles où des familles inquiètes tentaient vainement d'obtenir des informations sur l'accident que la société aurait vendu les billets à la sauvette et sans les autorisations nécessaires. Ils n'ont même pas d'agence en fait. C'est toujours un car qui est placé sur le parking et c'est là où ils coupent les billets et tout. Dès qu'il y a un peu plus de contrôle, ils changent de rue. Ils vont charger 3 rues plus loin et on ne les retrouve plus. Avec le drame de mardi soir, ce sont ces sociétés d'autocars douteuses qui sont donc mises en accusation. Leurs tarifs défient toute concurrence, mais au prix d'une gestion pour le moins aléatoire des garanties de sécurité et de légalité. À Rhino, le corps de Jeanne-Marie est toujours introuvable. Une semaine après le drame, les gendarmes tentent maintenant de récupérer la voiture qui aurait fauché la fillette. Ils sondent désormais le Rhin. Par ailleurs, une perquisition a eu lieu au domicile familial des 6 personnes mises en examen. Caroline Gauthier, Carole Gréco et Christine Boss. Retour des gendarmes au domicile de la famille Réméter. Ce matin, ils sont accompagnés de l'un des 6 suspects. De nouvelles investigations dans cette maison délabrée. Au fond de la cour, un objet volumineux attire l'attention des enquêteurs. Un outil, semble-t-il, qu'ils enveloppent avant de l'emporter. Les gendarmes s'intéressent au moindre indice qui pourrait les mener à Jeanne-Marie. Dans le village, les enfants viennent aux nouvelles, mais se taisent désormais. 3 d'entre eux ont affirmé aux enquêteurs avoir vu un corps dans le coffre d'une voiture ici vendredi dernier. C'est sur la foi de leur témoignage que cette famille a été interpellée 3 jours plus tard. Les versions des 6 suspects divergent à ce jour et les indices manquent. Il y a une partie de preuves matérielles qu'il faut qu'ils soient apportées, je pense, pour que la lumière soit faite sur ce dossier. Rassurez-vous, les enquêteurs ne se fondent pas exclusivement sur les déclarations de chaque personne dans ce dossier. Ces éléments matériels apparaissent pourtant ce soir encore insuffisants. Pour la première fois, le Rhin a été sondé. Un sonar utilisé pour tenter de repérer une éventuelle voiture suspecte au fond du fleuve
Les 4 plongeurs n'ont rien trouvé. Cela fait maintenant une semaine que Jeanne-Marie a disparu. Les familles des victimes du Bugalet-Brest se sont recueillies aujourd'hui sur les lieux où repose l'épave du chalutier. Le renflouement du bateau se fait par étapes et dépend bien sûr des conditions météo. Une dépression est annoncée pour la nuit prochaine. Paul de Genève. Elles ne pouvaient plus attendre. Ces familles des marins disparus voulaient voir comment le Bugalet-Brest allait être remonté à la surface. Survolant la zone du naufrage, elles n'espèrent plus qu'une chose, retrouver le corps de leur mari. J'espère surtout que le bateau sera bien remonté, parce que ça fait trop longtemps et que la question surtout s'il y a les 3 corps dedans. Mais selon le procureur de la République à Quimper, pour l'instant les plongeurs n'ont pas encore exploré l'épave. Les plongeurs n'ont pas exploré l'intérieur du bateau pour des raisons de sécurité évidentes. On n'a pas trouvé de corps dans les abords immédiats, et notamment sur la passerelle ou dans la zone de commandement. Il est très difficile de dire quand le Bugalet-Brest sera renfloué. Les plongeurs travaillent 24 heures sur 24. Des câbles doivent être fixés à la coque de l'épave. Le chalutier sera remonté sous le Discovery. Direction ensuite la baie de Falmouth pour se mettre à l'abri du mauvais temps. Là, le Bugalet-Brest sera alors sorti de l'eau et posé sur une barge avant de regagner la France. Compte tenu des mauvaises conditions météo qui s'annoncent, le Bugalet-Brest n'est pas attendu avant mardi, à Brest. Au procès d'Outreau ont commencé les plaidoiries de la défense après le réquisitoire de l'avocat général qui a réclamé hier cet acquittement et définitivement repoussé la thèse du réseau. Les avocats de la défense disent leur stupeur et leur incompréhension. 6 accusés continuent de clamer leur innocence. Il y aurait 2 poids et 2 mesures. Agnès Gardet, Vincent Kellner. Les avocats de la défense n'épargnent rien ni personne, ni l'instruction, ni le juge, encore moins l'avocat général qui hier dans ses réquisitions a fait le tri. 7 demandes d'acquittement alors que 13 accusés clament leur innocence. Sandrine Lavier par exemple, pour qui l'on requiert 2 ans de prison avec sursis. Elle a passé 3 ans en détention provisoire. Pourquoi faire certains acquittements et pas d'autres quoi? Au départ c'était 13 personnes innocentées, maintenant bon ben, il n'y a plus rien à comprendre de toute façon. C'est honteux, c'est tout. L'avocat général a eu ce mot malheureux, le quart-monde, pour désigner les accusés de la tour du Renard à Outreau. Thierry Dosque, 30 ans, et de cela. C'est n'importe quoi. Il n'y a plus personne qui m'accuse, rien, et puis bah, ils me mettent des trucs comme ça sous le dos. Oh bah là, bah, je vais attendre la fin. On a considéré depuis le départ que Thierry Dosque était coupable parce qu'il présente le profil social habituel de l'agresseur d'enfants, le chômeur, qui boit et qui, parce qu'il boit forcément, est poussé au vice. C'est de la caricature, mais force est de constater qu'on a exploité, on a usé et abusé de cette caricature. L'avocate de Thierry Dosque a conclu sa plaidoirie par cette mise en garde. Si vous laissez mon client parmi les coupables, c'est pour sauver le dossier, pour sauver l'instruction et ne pas alourdir les indemnisations. S'adressant au juré, elle a eu cette phrase: « Vous avez l'honneur de cet homme entre vos mains, c'est son unique richesse. » À Toulouse, l'automobiliste épileptique souffrant régulièrement de crise qui avait passé son permis sans signaler sa maladie. Cet homme qui avait perdu le contrôle de sa voiture et tué 2 adolescentes a été condamné aujourd'hui à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme. Par ailleurs, cette peine est assortie d'une interdiction de repasser le permis de conduire pendant 5 ans. Un jugement sévère qui ne satisfait pourtant pas les familles des victimes. Isabelle de Lyon, David Bress. À l'énoncé du jugement, la douleur. La colère des familles de victimes. Des parents pleurent, d'autres ont des malaises. 3 ans de prison dont 18 mois ferme, la sanction n'est pas assez sévère contre celui qui a tué leur enfant. Quand vous écrasez des gens comme ça, sachant qu'il n'a pas le droit de conduire, ce n'est pas un accident. Excusez-moi, mais là, c'est plus un accident. C'est délibérément de tuer des gens. Décembre 2002, une voiture fauche un groupe d'adolescents qui attend le bus. 2 morts, 6 blessés. Le conducteur a eu un malaise, il est épileptique. Michel Casas n'a pas signalé sa maladie au moment de passer son permis. Il a déjà eu 11 accidents en 2 ans. Il conduit sans assurance. Une bombe à retardement selon la procureure. Ici, au moment du procès, il paraît presque détaché. Aujourd'hui, il ne s'est pas présenté. Son avocate annonce qu'il va faire appel. Mon client n'est pas en mesure d'accepter une telle décision puisqu'au travers de son dossier se pose le problème de tous les conducteurs qui conduisent un véhicule automobile en étant malades. Le tribunal correctionnel de Toulouse a jugé, la maladie n'exonère pas des responsabilités.
Politique avec d'abord la publication d'une note confidentielle de Bercy qui suscite bien des réactions et des mises au point. Tout commence avec un document à usage interne du ministère des Finances qui se montre très sceptique quant aux résultats qu'il faut attendre de la réforme de l'assurance maladie. Philippe Douste-Blazy s'insurge et montre du doigt les technocrates s'en prenant à leur culture punitive et comptable. Dans l'après-midi, Nicolas Sarkozy vole lui-même au secours de la réforme. Nathalie Moisan. Entre Bercy et Philippe Douste-Blazy, les comptes ne sont plus bons. Avec sa réforme de la sécurité sociale, le ministre de la Santé veut ramener les comptes à l'équilibre en 2007 grâce à un plan de 15 milliards d'euros. Mais au ministère de l'économie, certains ne partagent pas cet optimisme. Selon une note confidentielle publiée par les Échos, le déficit de l'assurance maladie atteindrait entre 7 et 15 milliards d'euros en 2007, des calculs réfutés par Philippe Douste-Blazy. C'est avec beaucoup de confiance, mais aussi des contraintes, que l'on arrive à faire une grande réforme. Avec le dialogue, la concertation, la pédagogie, la négociation, pas uniquement avec la punition. Les Français n'aiment pas ça. Une méthode basée sur le dialogue qui s'opposerait selon Philippe Douste-Blazy aux méthodes comptables de Bercy. Ce soir, le ministre de l'économie prétend soutenir la réforme, mais la polémique sur l'efficacité de son financement est relancée. Tout le volet économie qui suppose des modifications de comportement, qui suppose que les Français, par exemple, passent par leur généraliste, ou qui suppose qu'ils mettent dans un dossier médical l'intégralité des soins, toutes ces mesures feront des économies peut-être, c'est pas sûr, et en tout cas à long terme, et dans une proportion, dans un montant qu'on ne connaît pas vraiment. Au-delà de la polémique politique, le financement du plan Douste-Blazy reste difficile à chiffrer car la réforme repose pour une bonne part sur le changement de comportement des usagers et la bonne volonté des patients et des médecins. Et un sujet de conversation à l'UMP, que fera Nicolas Sarkozy, tenu de choisir par Jacques Chirac entre la présidence du mouvement et son poste de ministre au gouvernement. Avant le Conseil national de l'UMP ce week-end, où ce 8 mai fera forcément débat, la question était déjà en suspens aujourd'hui à Nanterre, où se tenait la réunion de 600 élus des Hauts-de-Seine avec à la tribune Nicolas Sarkozy. Arnaud Boutet, Zinedine Berkous et Jean-François Hoffmann. Il s'attendait à la question. Est-ce que vous allez choisir Bercy ou le parti? Est-ce que votre choix est fait, M. Sarkozy? Mais pas de réponse. À Nanterre, Nicolas Sarkozy ne vient évoquer qu'un seul sujet, son département. Mais devant la salle, ses amis politiques parlent pour lui. Je pense qu'on avait besoin de quelqu'un comme ça voilà, pour essayer un peu de faire bouger les choses. Alors, est-ce qu'il doit rester ministre, à votre avis? Oui. Ah bah oui, il reste ministre. Oui au cumul. Et à l'UDF, André Santini s'en amuse. Vous connaissez le proverbe américain, quand tu as quelque chose d'important à faire, donne-le à quelqu'un de débordé. Vous ne pensez pas que c'est un peu délicat de faire tout à la fois, aujourd'hui? Vous ne connaissez pas Sarkozy? C'est un battant à mort. Face aux sarkozystes, les chiraciens ne baissent pas la garde. Dans cette permanence, les militants, les élus mettent en avant la règle fixée par Jacques Chirac. Le parti ou Bercy. Sarkozy fait partie des gens charismatiques qui oui, peuvent mener ça. Oui. C'est pas d'accord? Oui, puis il est peut-être difficile de mener deux choses de front, la présidence plus son ministère qui est un gros ministère. Et ce qu'on dit simplement, c'est le temps où on était député, maire, Premier ministre, président d'un conseil général, le président d'un mouvement politique, c'est révolu. Demain, le Conseil national de l'UMP risque de tourner autour du cas Sarkozy. Une mise en lumière après l'incident du jour, une panne de courant et Nicolas Sarkozy condamné au silence. L'actualité sociale avec en Allemagne un accord qui pourrait faire tache d'huile. Sous la pression, le groupe Siemens a obtenu d'allonger le temps de travail sans compensation de salaire à un donnant-donnant pour éviter la délocalisation de 2000 emplois pour 2 sites de fabrication de téléphones. En échange, les employés travailleront 40 heures par semaine au lieu de 35 jusqu'à présent. En France, ce principe de travailler plus pour éviter les délocalisations existe déjà. Le groupe Bosch a obtenu d'allonger à 36 heures la semaine de travail à Vénissieux. Didier Guyot, Thierry Monnier. L'accord a pour nom Avenir Vénissieux. Il s'agit de travailler 1 heure de plus, soit 36 heures par semaine. Et en échange, non seulement les 820 emplois de l'usine Bosch seront sauvés, mais la direction s'engage à investir 15 millions d'euros. À chaque salarié de voter. CFDT et Force ouvrière militent pour le oui. Évidemment, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a à discuter de choses comme ça, mais je pense que ce n'est pas un accord de survie qu'on a négocié, mais c'est véritablement un accord qui va donner une nouvelle vie à ce site et qui va lui permettre non seulement d'assurer la pérennisation des emplois, mais également son développement futur.
Mais l'accord fait grincer quelques dents. Les 35 heures sont remises en cause. La direction demande le gel des salaires pour 3 ans. Trop de sacrifices, pas question de céder au chantage à l'emploi. On a toujours des remerciements de Bosch sur la fabrication, sur les pièces, sur la qualité de travail fournie. Et le seul remerciement, c'est de dire, bon ben, maintenant sacrifiez-vous, perdez 12% et on vous amène de la fabrication. Alors qu'ils ont largement le moyen de le faire. Un avenant au contrat de travail a été envoyé à tous les salariés, à chacun d'entre eux de l'accepter ou non. Mais pour la direction, l'accord ne sera définitif que s'il est approuvé par 90% des votants. Sinon, ce seront des licenciements en perspective. Et revoilà les intermittents. Une cinquantaine d'entre eux se sont installés sur le toit de l'immeuble du MEDEF à Paris. Devant le siège en bas sur le trottoir, un rassemblement de diverses associations, CGT Chômeurs, AC, à la veille du premier anniversaire du fameux protocole qui a été à l'origine du conflit. Pour que le gouvernement n'oublie pas ses engagements, les chercheurs se rappellent à son bon souvenir. Ils se sont retrouvés devant la faculté de Jussieu à Paris pour une journée d'action. Ils attendent un signal fort au moment où les arbitrages budgétaires sont en cours. L'occasion pour nous de nous rendre dans un de ces laboratoires qui manquent cruellement de moyens. Nicolas Châteauneuf, Ludovic Tourte. D'habitude, lorsque les chercheurs défilent dans la rue, c'est par milliers. Mais aujourd'hui à Paris, ils étaient tout au plus quelques centaines. Une baisse de régime qui s'explique en partie par la satisfaction, il y a 2 mois, de leurs principales revendications. Depuis, les discussions se déroulent plutôt en coulisses, mais les chercheurs veulent maintenir la pression. En avril, on a eu tout ce qu'on voulait comme réponse à des mesures d'urgence. Mais maintenant, on veut passer au chapitre suivant, qui est de sortir la recherche française du niveau très bas où elle est. Et donc, il faut vraiment maintenant injecter des moyens supplémentaires. Dans ce laboratoire de l'INSERM, un établissement public de recherche médicale, on étudie le développement du cerveau, notamment sur ces souris génétiquement modifiées. Ici, on attend beaucoup du mouvement des chercheurs, mais question budget, cela fait longtemps que l'on ne peut plus uniquement compter sur l'argent distribué par la tutelle publique. Le budget annuel est de 220 000 €, la moitié vient d'ailleurs et parfois de 20 sources différentes. Pour les responsables, cela devient vite un parcours du combattant. Les chercheurs passent maintenant bien près de la moitié de leur temps à répondre à ces appels d'offres, à demander de l'argent, et à chaque fois pour des sommes très petites. Tout ça avec aussi un contexte où on est quand même obligé d'être à la pointe, de se tenir informé, de mener une recherche de qualité, d'essayer de publier dans les meilleurs journaux. Le poste de ce jeune chercheur de Polytechnique, par exemple, est financé par l'armée. Les fondations privées, l'industrie et l'Europe sont aussi démarchées, car aujourd'hui la recherche est une activité très chère et l'un de ses grands défis, c'est de la financer. À Istanbul, une voiture remplie d'explosifs a été découverte à l'aéroport. Après les explosions d'hier, la ville est placée sous très haute sécurité alors que doit se dérouler le sommet de l'OTAN. George Bush est attendu demain en Turquie, dans un pays quadrillé par les forces de l'ordre. Dorothée Cochard, Gilles Jacquet. 2 attentats en une journée, 4 morts. D'aucuns redouteraient d'autres actions liées à l'arrivée de George Bush pour le sommet de l'OTAN. Les Turcs, apparemment pas. On se sent en sécurité et on n'a pas peur. Il ne faut pas penser que cet attentat est sûrement lié à l'arrivée de Bush. C'est peut-être autre chose. Pourtant, l'attentat d'Istanbul a été revendiqué. Et l'auteur en est un groupuscule d'extrême gauche anti-Bush, anti-OTAN. De quoi justifier les efforts de sécurité des Turcs. Sur mer, croiseurs dans le Bosphore, pêche interdite depuis plus d'une semaine. Sur terre, 23 000 policiers mobilisés. Une centaine de caméras de surveillance montées spécialement pour l'occasion et puis des procédures strictes à l'entrée des palaces où se tiendront les débats. Oui, on contrôle chaque entrée. Oui, mais là, l'immatriculation de la voiture n'est pas connue. Les cuisinières du sommet en sont quittes pour un peu de marche à pied. Pendant ce temps, George Bush se montre à la télévision turque. Et il rappelle qu'il fait une confiance absolue à leurs autorités. Mais la confiance n'excluant pas le contrôle, les États-Unis ont fait parvenir hier à bord d'un gros porteur des hélicoptères américains et des bateaux de surveillance. Bref, les Turcs affirment qu'ils maîtrisent la situation, la communauté internationale, sincère ou diplomate, affirme, elle, qu'elle leur fait confiance. Et pourtant, à l'ouverture de ce sommet de l'OTAN, avec ces 2 attentats, la première question qui se pose, c'est bien celle de la sécurité.
En Irak, état d'alerte maximum après les attaques simultanées revendiquées hier par des groupes soutenus par la mouvance d'Al-Qaïda. Pour la seule journée d'hier, 90 tués et 300 blessés, en majorité des civils. Aujourd'hui à Bagdad, la tension reste vive et les événements de ces dernières heures étaient commentés dans les mosquées en ce vendredi, jour de prière. Reportage de nos envoyés spéciaux, Christian Houtin, Guillaume Fautra. Exposée au regard des fidèles, l'affiche est à l'entrée de la mosquée. 6 corps atrocement mutilés. Ces chauffeurs, accusés de collaboration, ont été tués par la milice de Fallujah. Les auteurs de ces assassinats font exactement ce qu'il faut pour que les Américains restent encore plus longtemps dans le pays. Nous sommes dans l'une des nombreuses mosquées chiites de ce quartier de Bagdad. Des chiites modérés qui condamnent tous le déluge de violence qui a secoué l'Irak hier. Et beaucoup se montrent pessimistes. Plus on s'approche du 30 juin, plus il y aura d'autres explosions, parce que leurs auteurs sont des gens venus de l'étranger, qui veulent faire basculer le pays dans le chaos. Autre endroit, autre ambiance, nettement plus tendue. À la mosquée d'Adamia, la plus importante mosquée sunnite de Bagdad. Ici, les fidèles ne cachent pas leur sympathie pour la guérilla. Pour cet imam, les responsables des attaques d'hier, ce sont les forces de la coalition. Les événements d'hier, comme ceux qui sont arrivés avant, sont des actions préparées et menées par les Juifs et les Américains. L'axe du mal. Après les frappes sanglantes d'hier, la tension est réelle dans le pays. Beaucoup ici s'attendent au pire. De nouvelles explosions de violence risquent d'endeuiller les cérémonies de passation de pouvoir le 30 juin. En Iran, terrible accident de la route dans le sud-est du pays. Un camion transportant de l'essence a percuté un car. Tout s'est enflammé aux alentours. Il y avait plusieurs autobus et camions à l'arrêt, au moins 90 morts, peut-être bien davantage. Récompensé à Cannes, le brûlot anti-Bush sort aux États-Unis. Le réquisitoire de Michael Moore a trouvé un distributeur. Son film sera projeté dans à peu près 900 salles dans le pays. Fahrenheit 9/11, premier spectateur aujourd'hui à Washington. Auparavant, le cinéaste s'est rendu au Congrès, accusant les conservateurs d'empêcher le public de voir son film. Sur place, Gilles Rabin. Pour la vraie première américaine du film de Michael Moore, il y avait presque autant de caméras qu'au Festival de Cannes. Sans la Palme d'Or, il ne serait pas là aujourd'hui. Je dois beaucoup au Festival de Cannes. Vous pensez que votre film va avoir un impact politique? Oh, j'espère. On verra, je ne sais pas. C'est juste un film. Il a obtenu que son brûlot anti-Bush soit projeté à partir d'aujourd'hui dans 950 salles de cinéma, ce qui est à la fois beaucoup et peu à l'échelle des États-Unis. Ceux qui votent Bush voteront Bush de toute façon. Ce que Michael a fait, c'est de poser les bonnes questions. Donc c'est important que les Américains aillent le voir. Puisque les gens savent très bien de quel bord politique ils sont, ce film ne va pas vraiment influencer les votes dans un sens ou dans l'autre. Mais j'aimerais bien me tromper. Pourtant, les républicains et les supporters de George Bush font ce qu'ils peuvent pour empêcher que ce film soit vu. Pression sur les directeurs de salles de cinéma, menace d'interdiction des spots publicitaires à la télévision, ce qui a amené Michael Moore à protester hier de son indépendance politique. Devant le Congrès américain, il ne roule pas, dit-il, pour le camp démocrate. Et même si je militais pour les démocrates, j'aurais le droit de le faire. La bonne surprise, c'est que les critiques de cinéma américains ont aimé le film. Il est plein de demi-vérités et de vrais mensonges, disent-ils en substance, mais il est incontournable. En Haïti, le directeur d'Air France a été assassiné à Port-au-Prince, abattu par 3 hommes qui circulaient à moto. Plusieurs pistes sont évoquées, celle de la déstabilisation du pays, tout comme celle d'un règlement de compte ou d'une tentative d'enlèvement. En France, l'arrivée de l'été, les premiers incendies à Marseille, une semaine après un départ de feu qui a ravagé une trentaine d'hectares. Un autre incendie a été maîtrisé au nord-ouest de la ville. 200 pompiers, 6 Canadair, ont réussi à noyer les flammes. Ces départs de feu dans les Bouches-du-Rhône mettent sur le pied de guerre les pompiers de la région qui multiplient les opérations de prévention, comme aujourd'hui dans le massif des Alpilles. Reportage de Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. Ça commence par là. Toutes les routes qui mènent aux Alpilles sont surveillées. Contrôle d'identité, fouille des coffres, afin de traquer tout automobiliste suspect en ces temps de risque d'incendie. C'est bien pour la sécurité. On essaye, parce que malheureusement l'année dernière on a déjà été victime d'un incendie. Une quarantaine d'hommes est mobilisée. Les gendarmes sillonnent les pistes. À partir du 1er juillet, l'accès au massif forestier du département ne sera autorisé que de 6 à 11 h du matin.
Aujourd'hui, il s'agit de faire de la prévention pour éviter les comportements à risque. Ne pas fumer, par exemple, en forêt. Ne pas faire de barbecue ou de feu de camp. Ça paraît évident comme ça, mais c'est bon de le rappeler. Car malgré les incendies à répétition, les campagnes de prévention, ces gendarmes à vélo voient toujours des comportements surprenants. Le message a du mal à passer. Au niveau des cigarettes, ils n'ont pas encore bien le coup d'éteindre leurs cigarettes dès qu'ils descendent de la voiture pour aller dans le massif. Il n'y a pas que la négligence. Une bonne part des incendies est d'origine criminelle. Alors, pour plus d'efficacité, un groupe spécial d'enquêteurs a été formé pour cette période estivale. L'année dernière, on a perdu vraisemblablement 3-4 mois d'indices. Et là, au moins, ça nous permettra de collecter très rapidement les éléments importants. Chaleur et sécheresse sont moins importantes que l'année dernière, mais pas question de baisser la garde. Les Alpilles sont sous haute surveillance. Le camping, plébiscité par 6 millions de Français, par plus de 3 millions d'étrangers, des campings désormais labellisés ont ouvert leurs portes pour donner une nouvelle image du camping. Exemple près de Calais avant les grandes vacances, Marianne Masse et Patrick Wurstern. Un campeur sachant taper sur son piquet est un bon campeur. L'image a la peau dure, mais les temps ont changé. De plus en plus, les grosses caravanes remplacent les toiles de tente. Le campeur version 2004, c'est plutôt nature et confort. Ça fait 40 ans que nous faisons du camping, donc enfermé dans une chambre d'hôtel, c'est pas notre truc. Manger au restaurant, c'est pas notre truc non plus. Donc on préfère la liberté, l'air pur. Frédéric Manchot est l'heureux propriétaire des lieux depuis une semaine. Sur 12 hectares, son camping 4 étoiles accueille une clientèle étrangère à 80%. Normal, il est à quelques kilomètres à peine du tunnel sous la Manche. Il a donc dû adapter son offre à des demandes différentes. Les Britanniques restent de toute façon caravaniers, avec la caravane pure. Par contre, on ressent au niveau de la clientèle française une forte demande pour tout ce qui est locatif, pour tout ce qui est cottage ou hébergement locatif. La première fois qu'on a décidé de venir camper en France, c'était pour nous habituer à la conduite à droite et à votre code de la route. On a pris notre tente et on a trouvé un superbe endroit près du port pour s'exercer. Depuis quelques années, cette clientèle étrangère s'organise. Des tours opérateurs proposent même un camping clé en main. Ils prélouent des emplacements sur des terrains français et se chargent d'y accueillir leur clientèle. Tout est organisé à l'avance pour nous. On n'a qu'à choisir l'endroit où on veut aller et quand on arrive, la tente est déjà montée. Tout est prêt. En Irlande, on dit « les Français sont les rois du camping ». Donc quand on vient ici, tout est parfait. Ce qui fait la différence, c'est souvent le type d'équipement proposé. Une piscine et c'est le succès assuré. Des prestations qui se rapprochent de plus en plus de celles offertes par les clubs de vacances, mais pour encore beaucoup moins cher. Les JO 2004 avant Athènes, la traversée de Paris, la flamme olympique est arrivée dans la capitale. 50 km d'un parcours jalonné par des personnalités ou des sportifs comme Marie-Josée Pérec, Alain Mimoun ou encore David Douillet. Un spectacle, une fête et un symbole de paix. Julien Benedetto, Nathanaël Dorinxin, Chloé Lecomte. Célèbres ou inconnus, sportifs accomplis ou sportifs du dimanche, ils y ont tous mis la même passion, le même enthousiasme. Aujourd'hui, 137 hommes et femmes se sont relayés dans les rues de Paris pour faire vivre l'esprit des Jeux. Ah, vous voulez la toucher? Vous en foutez. C'est la flamme olympique, vous voulez même pas la toucher. Ils n'ont pas tous eu la chance de la toucher, mais ils sont venus nombreux pour l'avoir passée. À tel point que sur les Champs-Élysées, la flamme a eu parfois du mal à avancer. Place de la Concorde, en revanche, Alain Mimoun, malgré ses 83 ans, a assuré un bon relais. La flamme olympique, ça donne des ailes et des frissons. C'est fort quand on la porte, on a le cœur qui bat, racontez-moi. Ah oui, même la nuit, j'y ai pensé. Alors, ça m'empêchait de dormir parce que comment ça va se passer, tout ça. Enfin, heureusement, ça s'est bien passé. Quelques jours après son départ à la retraite, Marie-Josée Pérec a couru un dernier 400 mètres en public. C'est une grosse émotion, quelque chose d'extraordinaire. En attendant 2012, Paris se prend au jeu. Pour que la fête soit encore plus belle, tout au long du parcours, des spectacles de rue et des démonstrations sportives sont offerts au public. Des plongeurs sur les quais de Seine, des basketteurs à Bastille, un gymnaste au Panthéon. Aujourd'hui, le spectacle olympique n'a fait que des heureux. Je trouve que c'est un bel événement et puis on participe un petit peu à l'événement des Jeux Olympiques. Moi, je trouve que c'est formidable. Si le relais de Jamel Debbouze a sans doute été un des plus applaudis, devant l'UNESCO,
le passage de la flamme entre Lotus, l'israélienne, et Mostafa, le palestinien, a été le plus émouvant. 2012, c'est encore loin, mais aujourd'hui, Paris a parfaitement réussi son exercice olympique. Et retour à l'Euro 2004, l'Angleterre a bien du mal à s'en remettre. Éliminée hier soir par le Portugal, l'équipe anglaise a quitté Lisbonne. Les Portugais, eux, ont encore la tête qui tourne. Ils ont fait la fête toute la nuit en portant les quarts de finale après un match à rebondissement et une incroyable séance de tir au but. Christophe Duchéran. Selon le point de vue adopté sur le sport en général et le foot en particulier, on trouvera ça franchement émouvant ou totalement ridicule. Le cœur léger ou le cœur brisé à cause d'une victoire ou d'une défaite, qu'on soit joueur ou supporter, anglais ou portugais. Il n'empêche, chacun a vécu au rythme des coups de théâtre une soirée de football d'une intolérable cruauté, nerveusement parlant. Chaque but était comme une onde de bonheur qui se propageait. À Lisbonne, l'anglais Owen a ouvert le score après 3 minutes de jeu. En Angleterre, c'est du délire. À Lisbonne, c'est désolant. Ces visages inquiets et tendus qui attendent un but en espérant très fort, en espérant si fort que ça finit par arriver en fin de rencontre. Postiga égalise. En tribune, les vagues sont rouges et vertes. Deuxième prolongation, Rui Costa donne l'avantage au Portugal. Dans ces cas-là, on ne réfléchit plus, on bouge les bras et on crie. Mais regardez les Anglais au stade ou ailleurs, immobiles et sans un mot. Mais pas au bout de leur surprise. 5 minutes avant la fin des illusions, Terry égalise de partout. On peut dire ce qu'on veut, mais parfois le scénario d'un match de foot vaut infiniment mieux en suspense qu'un film à suspense sans scénario. La séance de pénalty, premier à tirer, Beckham, premier à rater, Beckham. Il aurait voulu faire pire, il n'aurait pas fait pire. Le dernier à tirer, le gardien portugais Ricardo. Non content d'avoir arrêté un pénalty juste avant, il envoie le Portugal et tous ses supporters en demi-finale. Au stade de la Luz, beaucoup de drapeaux anglais en berne. Comme le visage des supporters anglais en berne. À Lisbonne, au choix sur un monument, sur un camion ou dans la rue, chaque supporter portugais pouvait se dire qu'il avait assisté à un grand moment de football et peut-être un petit moment d'éternité. La bohème de Puccini en plein air dans le parc de Sceaux, une autre façon de vivre l'opéra sous les étoiles et dans un cadre exceptionnel pour cette 4e édition du Festival Opéra en plein air. Abdel Mostefa et Christian Gallet. C'est le genre de cadre idéal pour les faux comme pour les vrais baisers. Où sans trop forcer son imagination, on passe du printemps à l'hiver dans un Paris fin 19e. En fait, quand l'opéra prend ses quartiers d'été, il part un peu en campagne. Il espère que ses archers vont toucher des cibles inhabituelles, un large public au-delà des simples initiés. Quand on vient dans un lieu comme ça pour donner un opéra, on vient à la rencontre d'un public qui n'est pas le même que les publics dits traditionnels de maisons d'opéra. Pour parler au plus grand nombre, un opéra court. Moins de 2 heures et universel, des histoires d'amour. Et voilà que ces artistes du quartier latin, imaginés par Puccini, mènent leur vie de bohème au château et sous les étoiles. Il y a un petit côté vacances, il y a un petit côté festival. Ça rend le spectacle plus, comment dirais-je, plus naturel, je dirais presque. Hein, avec un décor qui rajoute un petit peu à la grandeur. Hélas, les histoires d'amour finissent mal en général. Hélas, Mimi sera emportée par la tuberculose au grand désespoir de Rodolfo. Mais heureusement, c'est moins dur à avaler les soirs où on est décontracté. Et ce soir et demain soir, la bohème de Puccini sera donnée dans les jardins du Sénat. Place maintenant à l'imaginaire et aux rêves avec ce jardin aux histoires, un jardin extraordinaire, jardin surréaliste où nous emmènent Marie-Hélène Bonneau et Jean-François Hoffmann. C'est dans cet endroit-là qu'on comprend toute la légende qui dit que les histoires du monde sont parties de Pougnérisson au moment du Big Bang mythologique, qu'elles sont répandues dans le monde entier, que le minerai qui est resté sur place en se refroidissant c'est devenu du granit et que depuis les gens essaient d'extraire les histoires du minerai de conte. La preuve, cette ancienne mine découverte par un Américain parachuté par erreur sur Pougnérisson. Aidé du forgeron du village, il allait mettre au point des engins fous.
Alors les machines, c'est des prototypes de machines à tarabuster les minerais de compte, c'est-à-dire à faire ressortir, à extraire les histoires. Tout était bon pour stimuler les cailloux, des moyens les plus violents aux plus doux. La plume qui caresse les histoires pour essayer de leur faire parler, c'est quand même assez... Par le son aussi. Si certains cultivent les fleurs, les jardiniers de l'imaginaire de Pougne-Hérisson, eux, font pousser les histoires. Il est reparti avec un lapin sous son bras. Il le tenait tellement serré qu'il a failli le faire éclater. Contes et légendes populaires dans cet incroyable parc de loisirs poétiques. Le visiteur peut en écouter et surtout en inventer. Des outils sont là pour l'aider et le mettre sur le chemin des mots. Quand les adultes vont commencer à prendre cette habitude de laisser un peu parler l'enfance qui les habite, peut-être qu'un jour on arrivera à un vrai jardin créatif, ce qui est le but du jeu. On n'est pas dans un jardin de consommation. On va imaginer un héros. Chien-loup, c'est un chien-loup, parfaitement. Des germes magnifiques. Les guides du parc aident les enfants à faire naître de nouveaux contes dans ce couloir à histoire. Le maçon. Un maçon. Il faut des naissances pour que la vie continue. Qui voulait construire une maison. Trouver un micro dans un puits par exemple et enregistrer. Ainsi naîtra dans le jardin une nouvelle légende. Peut-être que toutes les histoires du monde ne sont pas nées à Pougne-Hérisson. Mais ce jardin, avec ses animateurs, cousins de Nimbus et Tournesol, risque de devenir une réserve naturelle d'histoire. La légende du minerai de Conte, c'est comme celle du Père Noël. Il faut y croire pour la voir. Ainsi se termine ce journal. Tout de suite, la météo présentée par Nathalie Riou et puis le point route Valérie Maurice. 20h55 Maigret avec Bruno Kremer. 23h40 le dernier journal. Laurence Piquet. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images de la flamme olympique. Son parcours s'est donc terminé avec cette descente en rappel de Stéphane Diagana. Descente du haut de la Tour Eiffel. La flamme à la main. Un peu plus tard, c'est Laura Flessel qui allumera la vasque. Laura Flessel pour les derniers mètres de la flamme olympique ici à Paris. Votre soirée sur France 2. Maigret, le reboot du crime, ressent comme un malaise dans la maison du docteur. Coup de froid sur la planète. Faut-il trembler devant les prévisions des pros du climat? Enfin, suivez le tour de France radiophonique de l'increvable jeu des 1000 €. France 2. La nouvelle enquête de Maigret et deux docs inédits, ce soir sur France 2.